Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je peux me permettre le micro sur le bas du menton, mais plutôt le bas du menton parce que ça permet d'avoir une photo agréable. Voilà. D'accord. Et faites attention à vous parce que vous êtes au bord des limites de la tribune et à plusieurs reprises, on a craint une illustration maléfique du sujet qu'on va traiter aujourd'hui. La première remarque que je voudrais faire pour commencer cette conversation sur les femmes et la santé au travail, c'est de mettre un peu le sujet dans une perspective un peu historique, parce qu'en réalité, la question ne date pas d'aujourd'hui. On s'est toujours interrogé sur la façon d'aborder la question de la santé des femmes en droit du travail, que ce soit au plan national ou que ce soit au plan international. Moi, je parle du point de vue de l'Organisation internationale du travail. Et pour ceux qui l'ignoreraient, je rappelle que c'est une organisation qui fait partie du système des Nations Unies et dont le mandat est d'améliorer les conditions de travail dans le monde à travers l'adoption et le contrôle de normes internationales du travail. Donc, nous encourageons la négociation de conventions qui sont négociées entre nos membres tripartites et beaucoup de ces conventions portent sur la question de la santé au travail. C'est une organisation qui a été créée en 1919, donc c'est une très vieille organisation. Et les premières conventions internationales négociées en 1919 et en 1920 ont précisément porté sur la question de la santé des femmes. À l'époque, l'approche était évidemment très différente de celle qu'on a aujourd'hui. Les femmes étaient considérées comme une catégorie du monde du travail très vulnérable dont il fallait protéger impérativement la santé en lien avec la maternité. Et d'ailleurs, les premières conventions de l'OIT portent sur la maternité et portent aussi sur une question qui va illustrer pendant presque un siècle l'évolution de l'approche qu'on a eue des femmes en droit du travail, la question du travail de nuit. Les premières conventions internationales sur le travail de nuit, comme les lois nationales, étaient extrêmement différenciées entre les femmes et les hommes. Elles étaient prohibitionnistes sur les femmes, toujours en lien avec la maternité, alors qu'on autorisait le travail de nuit des hommes sans grande restriction. Cette approche, donc vous voyez, protéger une catégorie vulnérable fondée sur une différence absolue entre la femme et l'homme en milieu de travail, c'est une approche qui a été très vite contestée, comme vous pouvez l'imaginer, par le mouvement féministe qui revendiquait une stricte application du principe d'égalité entre les femmes et les hommes et qui avait tendance à assimiler ces normes a priori protectrices comme autant d'obstacles à l'emploi des femmes et à leur promotion professionnelle. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, les normes internationales du travail valides, opérationnelles sur ce sujet, reposent sur une approche bien différente qui est celle de l'égalité entre les femmes et les hommes à travers des règles spécifiques sur l'égalité de rémunération, à travers des règles spécifiques sur la lutte contre les discriminations. Et comme vous le savez, le sexe est un des principaux motifs, sinon le principal motif de discrimination professionnelle. Donc on s'est rendu compte au fil du temps que ces normes protectrices qui visaient spécifiquement les femmes avaient en fait eu des conséquences discriminantes, ce qui a fait prévaloir au niveau international comme au niveau national une approche, je dirais, une approche universelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a complètement renoncé à protéger les femmes dans les conventions internationales compte tenu de certaines spécificités. Par exemple, les femmes en maternité, les femmes enceintes font toujours l'objet de règles protectrices. Mais je vous donnerai un seul exemple qui en fait est la dernière convention adoptée par l'OIT et qui concerne les violences au travail et le harcèlement et qui illustre aujourd'hui la difficulté d'avoir une approche trop genrée dans l'adoption de normes internationales du travail. Au départ de cette convention, la revendication était celle de l'adoption d'un instrument international contre le sexisme au travail. Donc, a priori, un instrument qui devait concerner quasi exclusivement les femmes. Eh bien, cette négociation n'a pas pu avoir le jour parce qu'on s'est rendu compte qu'elle suscitait trop d'obstacles et trop de divergences entre les parties prenantes de l'OIT.
Et on s'est acheminé finalement vers une approche beaucoup plus globale sur l'ensemble des violences et de harcèlement, dispositions au travers desquelles, évidemment, la question du sexisme est abordée, et y compris une question qui défraie régulièrement l'actualité, malheureusement, la façon de prendre en compte les violences domestiques et la violence conjugale, dont les femmes sont les principales victimes, dans le monde du travail, au travers des politiques de prévention. Donc, mon premier point, c'était vraiment pour souligner que aujourd'hui, l'approche qui prévaut quand même en matière de prévention des risques, au plan international comme au plan national, c'est une approche globale, universelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut mésestimer le fait que cette approche globale et universelle peut s'avérer inadaptée pour protéger les femmes en milieu de travail. Et je vais y revenir très, très rapidement. On s'est rendu compte, par exemple, et ça a été illustré au moment de la crise sanitaire du Covid, que cette approche universelle pouvait masquer un référentiel masculin dominant qui rendait parfois les femmes, qui mettait parfois les femmes en situation difficile, compte tenu, par exemple, de l'inadaptation d'un certain nombre d'équipements de protection au travail. On a vu aussi récemment beaucoup de littérature, peut-être plus fréquente d'ailleurs dans le monde anglo-saxon qu'en France, sur les caractéristiques physiologiques propres aux femmes et leur impact sur le monde du travail, qu'il s'agisse des conséquences de la ménopause, qu'il s'agisse de l'endométriose, qu'il s'agisse de certaines pathologies menstruelles qui d'ailleurs suscitent dans un certain nombre de pays et dans un certain nombre d'entreprises des initiatives consistant à développer des protections spécifiques pour les femmes. Donc cette préoccupation de prendre en compte des caractéristiques propres aux femmes ça doit s'intégrer dans cette approche globale et universelle. Mais le point sur lequel je voudrais vraiment insister, si j'ai encore quelques secondes, quelques minutes, c'est le fait que il me semble très important de prendre en compte la réalité du travail des femmes et qu'on ne pourra que difficilement protéger la santé des femmes au travail si on ne prend pas conscience qu'il y a des déterminants du travail des femmes qui sont tout simplement les conditions de travail des femmes et qui sont davantage marquées par des formes de précarité différentes de celles qui concernent les hommes. Et c'est dû à quoi ? C'est dû à une vulnérabilité spécifique des femmes sur le marché du travail. Là, il y a beaucoup d'études internationales qui montrent combien les femmes ont devant elles un certain nombre d'obstacles qui leur sont propres dans l'accès à l'emploi. Vous savez que dans la population mondiale, il y a plus de femmes que d'hommes. Et pourtant, il y a à peu près 1,1 milliard d'hommes au travail et à peu près 700 millions de femmes. Et à l'OIT, on a essayé d'affiner un peu ces mesures des obstacles au travail féminin à travers ce qu'on appelle les déficits d'emploi, ce qui nous amène à estimer qu'on a à peu près 15% des femmes en âge de travailler qui ne travaillent pas et qui souhaiteraient travailler, alors qu'on n'a que 10% des hommes dans cette situation. Donc cette vulnérabilité des femmes pour accéder à l'emploi, elle emporte évidemment un certain nombre de conséquences ensuite sur la vulnérabilité de leurs conditions de travail. On a un deuxième déterminant très important à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la ségrégation des emplois. Bon, pour dire les choses rapidement, on a des emplois qui sont plus féminins, des emplois qui sont plus masculins. Dans les pays industrialisés, les emplois plus féminins concernent les emplois de services, concernent le secteur du soin, le secteur de l'éducation. Et ce sont des secteurs qui comportent des risques professionnels différents, peut-être moins axés sur une pénibilité physique que pour les hommes et davantage source de pression psychique et source de risques psychosociaux pour les femmes. Et de nombreuses études montrent combien les femmes sont davantage exposées aux risques psychosociaux que les hommes. Il y a un troisième facteur bien identifié aussi, c'est l'impact de la vie privée, de la vie familiale sur la vie professionnelle des femmes, le fait que les femmes ont une charge de travail non rémunérée à travers des charges domestiques, à travers des charges de soins aux enfants et aux parents âgés, qui pèsent beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes et qui a aussi un certain nombre de conséquences sur les femmes. Donc, j'arrêterai là sur les déterminants de la santé au travail des femmes, mais ça me semble très important d'agir vraiment très en amont
et de ne pas se limiter uniquement à la prise en compte de caractéristiques d'ordre, je dirais, physiologique. Alors, pour conclure, la recommandation de l'OIT, elle tient en deux mots. Le premier, c'est de souligner qu'on manque cruellement de données épidémiologiques pour mesurer effectivement la spécificité de l'exposition des femmes à un certain nombre de risques professionnels et que donc il y a un gros travail de recherche à faire dans ce domaine. Et le deuxième mot, c'est pour insister sur la nécessité de conserver cette approche universelle de la prévention des risques, d'éviter de trop segmenter la population au travail, tout en prenant compte un certain nombre de déterminants spécifiques sur le travail des femmes, qui encore une fois les exposent à des formes de précarité spécifiques par rapport aux hommes, mais de garder cette approche globale de la prévention des risques.